Bonjour et bienvenue à Portrait de famille d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle où je reçois chaque semaine une famille différente de la MRC de Maria-Chapdelaine qui vient nous parler de son passé et où les membres nous racontent comment ils ont laissé leur marque dans leur municipalité. On remercie notre partenaire pour cette émission, donc le programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et je reçois aujourd'hui la famille Dion de Normandin. Bonjour les Dion. Bonjour. On va parler particulièrement de la descendance d'Arthur Dion et d'Eulalie Marcel. Donc, j'ai des personnes, on a un bon groupe, mais j'ai des personnes qui sont plus particulièrement avec moi en avant. Je vais vous les présenter. Donc, Mme Denise Pinchot, qui est fille de Jeannette. Ensuite, on a Mme Nicole Dion, fille de Clément. Bonjour. Bonjour. Monsieur Yves Dion, fils d'Éloi. Bonjour. Et Mme Janine Dion, qui est fille d'Arthur et d'Eulalie. Bonjour. Bonjour à tout le monde. L'aventure des Dion à Normandin, ça a commencé avec Philippe, je crois. Est-ce que quelqu'un peut me parler de Philippe? Comment il est arrivé à Normandin? Bien, moi, dans le livre, on a vu l'histoire un petit peu qu'ils sont partis de Baclen à Bellechasse avec 4 enfants. Dont notre grand-père qui avait 5 semaines. On parle d'Arthur. Arthur. Puis là, la grand-mère, dans le fond, elle disait qu'elle avait fait assez de temps. Elle avait fait c'est quoi le nombre? 40 jours, là. Fait que c'était suffisant pour partir avec son... Avec 4 enfants. Avec 4 enfants. Un bébé très jeune. Puis avec un bœuf qui tirait la charrette qui avait les choses les plus importantes. Dans ce temps-là, on s'entend que ça prenait pas 4 ou 5 heures sans venir ici. Les autoroutes n'étaient pas encore construites à l'époque. Il a fallu qu'ils traversent le fleuve, premièrement. Hein. Aussi. Puis après ça, arriver en bateau jusqu'à Chicoutimi. Puis à Chicoutimi, bien, ils ont marché ça jusqu'à Normandin avec le bœuf qui traînait la charrette et puis grand-papa qui avait 5 semaines. Est-ce que vous savez pourquoi le choix de Normandin? Est-ce qu'il y avait un lien particulier? Bien, ce qu'il disait, c'est que notre arrière-grand-père, il était allé travailler aux États-Unis, puis il n'aimait vraiment pas ça. Il a décidé, en résumé, donc, il a décidé qu'il voulait avoir une ferme, tout ça, puis là, bien, il y avait la colonisation qui se faisait, puis il offrait des terres. Fait qu'il avait décidé d'aller avec sa famille. Donc, il a pris une terre à Normandin. C'est ça. Pour s'établir là. Donc, Arthur et Eulalie, est-ce que vous savez, ils se sont connus comment? Est-ce qu'elle était originaire de Normandin? Non. Oui, hein? Oui. Ben, ses parents venaient de Saint-Didas. Ça, c'est dans la Naudière, je crois. Oui. Mais ils se sont connus dans le Grand Rang normandin. Mm-hmm. Alors, là, je ne sais pas, moi, comme je suis la dernière, j'en sais peut-être un peu moins que les autres. Mais il y en a peut-être qui savent un peu plus, qui en savent un peu plus. Donc, ils se sont mariés à Normandin. Oui. Ils étaient installés où, à Normandin, exactement? Bien, c'est sur la rue principale, non, sur la rue du Rocher, à Normandin. Mm-hmm. Donc... la maison familiale était là. La maison familiale était là, puis la boutique à bois qu'on appelait, là, dans le temps. Notre grand-père, il était charron voiturier. Charron voiturier. Charron voiturier. OK. Donc, vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça faisait? Il faisait des voitures, des carrioles, des borlots, des cabanes fermées. C'était vraiment le voiturier de Normandin. OK. Donc, il faisait tout. Il faisait des roues, il faisait... Il faisait des balançoires aussi. Ça, on en a eu des balançoires. On aimait vraiment beaucoup ça. J'en ai fait beaucoup de balançoires aussi, oui. Moi-même. Vraiment. Madame Janine, vous disiez, on jasait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, vous nous disiez que, bon, vous êtes la dernière, mais il y a combien d'enfants? Ma mère a eu 17 enfants. 17? Oui. Okay. Il y en a un qui est mort à bas âge. Il avait, je pense, 10 jours, je crois. Et c'est ça. Et j'ai un de mes frères de Québec qui ne pouvait pas venir, là. Puis j'ai dit, aimerais-tu participer, me faire dire quelque chose? Lui, il dit, ce qu'il se souvenait, là, c'était les prières en famille. Après le souper, là, il y avait des prières.
plein de litanies. C'était un peu long parfois. Et il dit, ce qu'on aimait, là, c'est qu'à chaque soir, on disait une prière, mais on disait aussi, « Mon Dieu, bénissez papa, maman, Clément, Jeannette, Cécile, Lucienne, Benoît, Rosaire, Cyril, Éloi, Marcel, Monique, Pierre, Paul, Jean, Justin, Denis, Jeannette. » Ça, c'était le nom de... Et elle les a portés et accouchés. En plus, hein? Incroyable. C'est tout C'était la seule façon d'apprendre. Attendez-moi, là. Là, on vous entend pas. C'était la seule façon d'apprendre les noms de tous les membres de la famille. Ah oui. Écoute, 16, ça compte. Effectivement, ça fait beaucoup de noms à se rappeler. Est-ce que c'est une famille qui était très pieuse? Très pieux. Oui. Oui, très pieux. Surtout mon père. Oui. Mon père était ça. Puis on restait à côté de l'église. Donc, à la messe, il fallait y aller. Vous n'aviez pas en manqué beaucoup? On n'en manquait pas beaucoup. Et même, je sais que dans mes frères, souvent, ils étaient demandés pour être servants de messe. Quand il manquait des servants de messe, soit le curé ou les abbés venaient frapper à la maison pour demander, « Ah, ben on aurait besoin d'un de vos garçons pour servir la messe. » Bon, ben... Il y en avait quand même plusieurs, fait qu'il y avait le choix. Il y avait le choix. Madame Janine, vous, des souvenirs que vous avez avec vos parents dans la maison familiale, est-ce qu'il y a des choses en particulier? Moi, j'ai pas vécu vraiment dans le temps où il y avait tous les enfants ensemble. Là. Vu que vous étiez la plus jeune. Oui, j'étais la plus jeune, mais c'est sûr que des souvenirs, j'en ai, surtout quand la parenté venait à la maison. Alors, comme on restait à côté de l'église, il y avait de la parenté qui allait à la messe ou qui restait dans les rangs. Bien, souvent, ils venaient à la maison après la messe ou, prendre une soupe ou, Alors, ça faisait de la vie dans la maison. Mm-hmm. Mais moi, les gros rassemblements, c'est quand il y avait des événements spéciaux, là. À Noël, à Pâques, pendant les vacances. Mais les tablés qu'on avait chez nous, là... À 16 Noël, enfants, ça commence à faire du monde. Mais c'était, là, pour nous autres, là, c'était, écoute, on avait chacun une bouteille de liqueur. À chaque enfant, à chaque personne, c'est juste dans ces moments-là qu'on avait ça, là. Parce que, attends, c'était une fête. Mm-hmm. Maintenant, ils disent boisson gazeuse. Hein? Oui, ça, ils savent pas c'est quoi de liqueur. Mais on parle de notre époque, oui, c'était de la liqueur. Mais, je pense qu'on comprend quand même. Monsieur Arthur, il a fait pas mal d'affaires dans sa vie, lui. Vous parliez comment vous disiez déjà? C'était un homme de peu de mots. C'était un homme de peu de mots? Ah oui. Grand-papa, c'était un homme de peu de mots. C'était un homme qui agissait, mais qui il parlait pas beaucoup. Mm-hmm. Quand il parlait, c'est parce que ça voulait dire quelque chose. C'était vraiment ça. Puis c'était un gars très habile, puis très généreux. Mm-hmm. Ah, ouais. Parce que moi, tantôt, on parlait de ça, puis je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé avec mon père à la boutique à bois. Puis souvent, il disait « Pat, je ne pas assez cher. » Ben, il disait ça à mon père aussi. Ah oui, pour vrai. Il disait la même chose, oui. Mon père aussi, oui. Puis il disait, grand-pas, ce qu'il rajoutait, c'est ils n'ont pas d'argent. Mm. Parlons-en de la boutique. On parle de la boutique à bois. Depuis tantôt, là, on a emmené... nous avons emmené plein de trucs ici, là, des outils, tout plein de choses. Ça, c'est des outils dont il se servait dans sa boutique. Sa boutique à bois, c'est là qu'il construisait, vous me disiez tout à l'heure, les roues, les charrettes, etc., etc. Ouais. Oui. OK. Moi, je me souviens très bien parce que nous, on restait en haut de la boutique aussi. Donc, je me souviens très bien du son du marteau là, sur l'enclume. Il y a les flamèches qui sortaient de ça. Là. C'était fascinant de le voir de le voir travailler. Mm-hmm. C'est vraiment fascinant de le voir travailler. Puis nous, on a vécu beaucoup dans la boutique, étant donné qu'on était en haut. Donc, on est allé beaucoup dans la boutique. Je me souviens aussi qu'on faisait des sacs, des poches de rips, ce qu'on appelait de la rip, qu'on allait porter ailleurs. Je ne sais pas combien ils nous donnaient pour ça, mais on l'aurait fait gratuitement n'importe quand. Mais ça, c'est vraiment un beau souvenir. C'est pour ça que je suis vraiment contente de la revoir, l'enclume, parce que je ne l'avais pas revu depuis, mais
Ouais. Vous dites que vous restez en haut de la boutique. Est-ce que c'est que vous restez avec vos grands-parents? Ou... Non. Nos grands-parents ont demeuré en haut de la boutique initialement. Ensuite, ils se sont construits une maison et il a fait 2 appartements en haut de la boutique. Donc, nous, on demeurait avec mon père dans un des appartements et de l'autre côté, c'est un autre de nos oncles avec sa femme et les enfants. Donc, on était tout le temps là. On était tout le temps à la boutique. Il y a quand même plusieurs des enfants qui ont demeuré en haut de la boutique. Oui. Plusieurs. Nous autres, on a demeuré aussi. Mon oncle Paul a demeuré, oncle Clément, mon oncle Benoît. Il y en a plusieurs qui ont resté là. Ouais. Ils demeuraient. Ils commençaient leur famille là. Oui, ils commençaient leur famille là. OK. Puis, il n'a pas fait que ça. Je veux dire, à un moment donné, ça a été les pompes funéraires, je pense. Ça a commencé comment, ça? C'est pas commun, quand même, là. C'est parti de quoi, ça? Bien, en fait, je pense qu'initialement... Pardon? C'est plus les tons. C'est plus les tons. Les menuisiers. Okay. Non, mais il y avait une partie parce que de la monsieur boutique, en arrière, il voulait... savait comment... comment ça a démarré, tout ça? Oui. Dans le temps de la grippe espagnole, c'est ça. Ça mourait comme des mouches. Hein? Puis mon père faisait des cercueils. Je me souviens, les petits cercueils pour enfants, 3 $. Ça a changé, hein? Puis les plus grands, pour les adultes, 10 $. Alors ça, il a commencé ça comme ça. Puis petit à petit, ça s'est développé. Puis là, j'ai un de mes frères qui était là à apprendre à embaumer. Là, ils ont commencé les embaumements. Un autre frère qui a fait ça, la même chose, et c'est devenu une entreprise de pompes funèbres, mais par la bande, disons, c'est pas son métier, là. Puis il y a l'ambulance qui s'est rajoutée par la suite avec ça. Okay. Et puis, l'ambulance, là, j'avais dans mes notes que c'était comme Corbillard ambulance, voiture familiale, c'était comme... Ça, c'est quand j'étais jeune. Quand moi j'étais jeune, notre auto, c'était l'ambulance, le Corbillard. C'était un 3 pour 1. Ça devait être agréable. Puis quand on s'en allait au chalet, on embarquait là-dedans, il débarquait à Civière, puis on embarquait. Ouais. Il n'y avait pas de siège, là, on s'assisait dans le fond. C'était pas sécuritaire. Ouais. Puis, je veux dire, est-ce que... Bon, c'est une entreprise familiale qui est encore là aujourd'hui, là, quand même, là. Guy qui est propriétaire. Puis, est-ce que ça a marqué toute la famille, ça? Ou est-ce que... C'est pas comme avoir un magasin général avec des bonbons, là, disons. Là. Comment vous avez vécu ça, là, vous, le fait d'avoir un salon funéraire à la maison, je me trompe-tu? Oui, bien en fait, c'est ça. Ça a tout le temps été ça, hein? Oui. Un instant, je vais vous voir. Non? Oh, ben oui. Oui? On a vécu avec ça depuis tout petit, là, tout le monde, un peu, je pense. Hein? Fait que c'est ça, ça a fait partie de nos vies, notre quotidien. C'est ça. C'est ce que j'avais à dire. Au début, là, les gens étaient exposés dans leur maison. Fait que le salon funéraire, il n'y en avait pas. Alors, il appelait ça la chambre, il allait installer la chambre dans une maison. Puis là, le corps est exposé là. 3 jours. Après ça, ben, il conduisait la personne à l'église. Mais le salon funéraire, je ne me souviens pas en quelle année c'est arrivé précisément, là. Mais c'est quand... 61? 50 quelques. Pardon? 50 quelques, 50. Oui, peut-être. Oh, monsieur a l'air à le savoir. C'est 56-7 là, de ce que grand-papa parlait, en tout cas, là, dans le temps, là, c'était ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez eu le goût de reprendre ça? Bien, le funéraire, c'est plus Marcel. C'était plus du côté de Marcel. Du côté de l'ambulance, bien, c'est nous. C'est mon père qui a pris ça. Puis moi, je suis propriétaire depuis 20 ans. Puis je suis dans les ambulances depuis 40 ans. Ça va faire 40 ans cet été là, que je fais de l'ambulance et que je suis propriétaire 20 ans. Oui. Beaucoup de gens nous demandaient comment vous trouvez ça, travailler avec les morts. Moi, je répondais, il faut bien vivre. C'est de la bonne répartie, ça. Il faut bien vivre.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des souvenirs avec les grands-parents qui voudraient nous partager? Ah, des souvenirs avec les grands-parents. Ça peut être autre chose parce que vous alliez dire... On parlait tantôt des grandes tablées. Là. Moi, je me souviens, j'étais toute petite, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans. Puis, il y avait plusieurs tablées. Ils faisaient manger les adultes avant, puis après ça, c'était nous autres. Mais en attendant, on s'amusait. Il y avait des tantes qui nous amusaient avec des genres de petites boîtes rouges. Oh! Oui. Qu'est-ce que la boîte rouge? Qu'est-ce que la boîte rouge? J'étais la propriétaire. De la boîte? De la boîte, oui. Ça, c'était dans cette boîte-là, c'était des vieux bijoux que mes sœurs aînées ne portaient plus. Donc, je mettais ça dans la boîte et j'avais bien averti ma mère, il n'y a personne qui touche à ça tant que je suis pas là. Mais ça arrivait parfois qu'il y avait des petites nièces qui venaient et puis il y avait le goût de jouer avec la boîte. Ma mère n'avait aucun problème avec ça. Elle leur passait. Mais quand j'arrivais, puis j'avais vu qu'il y en a qui avaient joué avec, là, j'étais pas très contente. Mais quand même, parfois, là, je leur faisais faire des petites pièces, des petites scénettes. Et là, on sortait les bijoux. Là, il y avait le droit. Là, il y avait le droit, puis c'était bien agréable. Je paraissais fâchée, mais dans le fond... C'était pour la forme. C'était pour la forme. Ouais. Et la petite boîte rouge existe encore aujourd'hui parce qu'elle a traversé les générations. Puis elle est où? Elle est à Québec, chez ma petite nièce qui s'appelle Claire. Alors, elle a sa petite boîte rouge avec des bijoux que moi, j'ai mis dedans. Puis elle est très fière de se promener avec ça. C'est un bel héritage familial. Ben oui, c'est ça. Et elle, Nicole, comme elle était journaliste, elle avait écrit dans une revue, je me rappelle plus quelle revue, elle avait justement expliqué l'histoire de cette petite boîte-là. C'était cute. Je trouvais que c'était c'est important. Oui, ben oui, on va vous voir, c'est sûr. Moi, j'ai un souvenir quand l'église de Normandin a passé au feu. Parce que, si je ne me trompe pas, mon grand-père il avait dû participer à la construction. Oui. Je pense que oui. Probablement. Hein? En tout cas, c'était quand même une église imposante, puis on restait juste à côté de chez nos grands-parents, nous. Puis le souvenir que j'ai de grand-maman, c'est de la voir sortir avec les Catalognes qu'on appelait. C'est Trésor qu'elle sortait de la maison parce qu'on avait été évacués, les deux, en tout cas. Je pense l'épicerie chez Lepage, là. Après ça, la maison de nos grands-parents, notre maison. Ensuite, je ne sais pas, là, j'avais peut-être 10-11 ans. Mais je me souviens de voir grand-maman sortir avec les piles de catalogues. Ça m'avait marqué. Et qui pleurait. Oui, c'était mon... Il avait peur pour le clocher de l'église. De quel côté il allait tomber. S'il tombait de notre côté, il tombait pratiquement sur la maison. Okay, vous étiez vraiment collé dessus. Oui. Mais c'est parce que l'église était grosse aussi. L'église était très haute. Mais Jean, est-ce que... On a été élevés à l'ombre du clocher. D'un clocher. Oui. Il est pas sans rire, hein? C'est un comique qui ça n'a pas l'air. Pas Augustin, Excuse, mais moi, je voulais savoir, Jean, est-ce que ça n'avait pas été construit pour que, justement, les clochers tombent à l'intérieur? C'est ce que j'avais entendu dire. S'il y a du vent, ça dépendait des vents. Mais c'est vrai quand même que ça avait été... Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, ça a été un souvenir quand même marquant pour pas mal toute la famille, en fait. Ouais. Parce que ça a été... Mais c'était une église extraordinaire. C'était tellement beau. Il y avait un ciel étoilé tout bleu avec plein d'étoiles blanches à l'intérieur de ça. C'était... Je dirais pas qu'on avait hâte de la messe pour ça, mais on aimait beaucoup, beaucoup notre église. Vraiment, vraiment. Ben, ce qu'on a su, là, c'est qu'à l'origine, Normandin, ça devait être comme la Mecque du lac Saint-Jean. Donc, pour ça qu'ils avaient construit cette grosse église-là. Là. Comme si c'était un peu la place la plus importante. Une future cathédrale, oui. Bon, encore, est-ce qu'on va avoir une blague encore? Non, c'est sérieux. C'était supposé de devenir une cathédrale. Au début, là, il n'avait pas dit que ça allait devenir une cathédrale, mais il avait bâti ça au cas où, là, ça aurait pu faire une très belle cathédrale. Quand ça a brûlé, ça n'a pas été Notre-Dame de Paris, mais c'était... Ah oui, vraiment.
C'est encore émotif c'est encore là. oui, hein? Ouais, Beaucoup de personnes, je pense, qui l'ont vécu. Attendez-moi, je vais aller voir un nouvel ami qui veut me parler. On se rappelle quand on était jeunes, c'est que nous, on avait notre oncle Jean qui était prêtre dans ce temps-là. Puis quand il descendait à Normandin, il nous faisait une petite messe entre les deux. Fait qu'on pouvait aller à la messe, puis c'était pas long. C'était vraiment pas long. Puis ça faisait bien pour nous. On était bien contents d'aller à la messe de ce temps-là. C'est une messe non officielle, mais c'était populaire. Puis moi, je dois ajouter que Oncle Jean avait une voix très chaleureuse. Il me semble que quand il parlait, on dirait qu'il nous enveloppait dans ses bras. C'était vraiment ça que je ressentais. C'est beau, vraiment. Ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont fait partie du clergé ou de communautés religieuses dans la famille? Il y en a qui ont essayé. Il y a eu Clément, qui est allé au séminaire, mais il n'a pas resté longtemps. Nous autres, on pense que c'est à cause de la nourriture. Moi, j'ai été quand même... moi, j'ai fait tout mon séminaire à Chicoutimi. Puis j'étais au grand séminaire. J'ai été 9 mois. Après 9 mois où j'étais rendu à terme, j'ai quitté. Oh, il avait senti l'appel de l'amour. Ah, OK. Il y a des choses qui s'expliquent. Je pense qu'il y avait eu Rosaire aussi. Rosaire aussi. Chez les frères, puis Pierre. Hein? Cyril, excusez. Oui, je reviens. Une chose à noter, mes parents n'étaient pas riches, une famille pareille, là. Mais tous ceux qui ont voulu faire des études ont pu le faire. Des études prolongées à l'extérieur. S'organisaient comment pour faire les filles? On ne le sait pas. Eux autres, ils disaient, on fait tout ce qu'on peut, la Providence y verra. Puis ça marchait. Je pourrais peut-être ajouter, c'est sûr que toute la famille a quand même aidé, hein, par rapport à, je veux dire, plusieurs garçons ont travaillé à la boutique pour aider grand-papa. Justement, reparler de ça, là, c'est ça que je me disais. Aller chercher des revenus, puis il y en a plusieurs qui ont travaillé. Après ça, ma mère, elle a arrêté l'école jeune pour aider sa mère, c'est sûr. Mais, puis ma tante Cécile, ma tante Monique, après ça, Lucienne, elle est enseignante, puis apparemment, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qui m'a été compté, elle a beaucoup aidé aussi. Fait que tout ça fait que, tu sais, tout le monde s'aidait. Parce qu'au niveau de la boutique, là, une chose importante aussi, là, c'est qu'à un moment donné, vous comprenez que ces personnes-là, ça prenait de l'argent. Fait qu'il fallait que, tu sais, grand-papa, il avait besoin d'aide. Fait que c'est mon oncle Benoît qui est le premier qui a commencé à travailler. Puis mon père disait qu'il était très habile. Mon oncle Benoît était très, très habile. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'il a arrêté l'école pour subvenir aux besoins de la famille. Puis plus tard, un petit peu, mon père a arrêté aussi l'école pour un peu subvenir aux besoins de la famille aussi. Fait que ça, je trouvais ça important. C'est pour ça que maintenant, on était comme partis plus tard, là, puis je trouvais que c'était quelque chose qui était important quand même. Ah oui, il y a eu beaucoup. Tout le monde a mis la main à la pâte. Moi, c'est maman qui m'a raconté aussi. Mais c'était des gens qui étaient tellement catholiques, mais ils étaient généreux, ils étaient pas regardants. Je veux dire, je pense que là-dessus, hein, mon père disait que... Attendez-moi avec le micro. On a des choses intéressantes. Non, il accueillait le monde des rangs, là, faire réparer leur voiture, tout ça. Puis, ce monde-là, là, ils repartaient pas à pied chez eux, là. Fait que notre grand-mère, mon père disait, ils venaient manger à table avec eux autres, puis ils chargeaient rien, là. Dans ce temps-là, c'était ça, là. Ils s'entraidaient tout le monde ensemble, là. Donc, des gens généreux. Oui. L'expression n'est pas d'une soupe. Oui, ben oui. Prenez plus que ça, là. Oui, oui, oui. Vous l'avez entendu souvent? C'est ma mère qui devait faire la cuisine à ce moment-là. On avait un livre, en tout cas, je pense qu'on ne l'a pas retrouvé malheureusement. On avait un livre des comptes de nos grands-parents, de tout ce qui les transactions, là, les tombes, les constructions, les travaux que grand-papa faisait, là, les voitures et tout, là. Puis, c'est vraiment dommage, là. On avait tout grand-maman à notre taille,
le prix de la tombe, justement, là, tout était écrit là, dans ce livre-là. Il est encore là, mais en tout cas, on n'a pas réussi à mettre la main dessus. C'est vraiment détaillé. Puis pour les paiements, ben, on voyait des fois tant de douzaines d'œufs, des animaux. Là. Ouais, vraiment. Il faisait du troc. Oui. C'était vraiment... c'est de valeur qu'on ne l'ait pas, mais on l'a vraiment vu, là, écrit, là, ça. C'est vraiment des beaux souvenirs. Comme moi j'ai compris, là, grand-maman, c'était la comptable de la famille. Ouais. C'était elle qui gérait l'argent. Ouais. C'est elle qui gérait... Comme dans beaucoup de familles, à l'époque, c'est les femmes qui géraient par en arrière. Puis notre grand-mère... Hey, ça existe encore. Oui, tout à fait. Oui. Elle n'a pas été longtemps à l'école, puis elle était très disciplinée, grand-maman. Oui. Eulalie, c'était une femme qui était très intéressée à tout, malgré le fait qu'elle avait 16 enfants et qu'elle avait tous les petits-enfants aussi, parce que nous, on restait autour, donc on était pratiquement toujours là. Mais moi, je me rappelle très bien de l'avoir vu lire les journaux, parler des capitales des pays partout à travers le monde. Elle était vraiment, vraiment très intéressée par tout. C'était une femme qui trouvait le temps de lire elle trouvait le temps de faire ça. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce que, tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, on dit, mon Dieu, c'était des saintes femmes. C'est un petit peu... Mais c'est vrai, dans le fond, c'était des femmes qui travaillaient énormément, tu sais. Parce qu'elle en a eu 17, puis probablement qu'elle aurait fait quelques fausses couches aussi. Il y en a qui disent que c'est possible. Fait qu'elle a été enceinte au moins 17 fois, mais probablement plus que fois. Pendant qu'on parle d'Eulalie, j'ai un petit conte ici. Ah oui? Mon Dieu. C'est elle-même qui a écrit ça. Écrit de sa main. Oui. Je peux le montrer à la caméra. Donc, écrit de la main d'Eulalie. Donc, c'est le Noël d'Aline, écrit de la main de grand-maman Dion. Oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce conte-là, qui se le sont fait compter? Oui, beaucoup. Allez, la belle voix enveloppante. Regarde, il se trompe. Ce matin-là, en s'éveillant, Aline vit un grand tapis de neige qui couvrait presque toute la terre. On va faire de même? Vous êtes pas mal bon. Vous êtes pas mal bon, ça va bien? Oui, mais là, pour le reste, vous pouvez le lire. Ah oui. Elle racontait ça à tous ses enfants, puis moi, ma mère nous le racontait. C'est ça, hein? C'est un conte qui s'est transmis jusqu'aux petits-enfants. Puis tantôt, on a parlé un peu de grand-papa aussi, là. Moi, ce que mon père me disait, c'est qu'il y a eu 17 enfants, en tout cas, il y en a 16 qui ont vécu, là, puis il l'a jamais entendu crier. Jamais, il était en contrôle. Jamais entendu crier une fois. Quand il était fâché, il disait « je peux pas craindre ». Quand là, il disait « je peux pas craindre », c'était terminé. Fallait pas se rendre là. Puis eux autres, il y avait comme une maison 2 étages, là. Puis ça a l'air que grand-papa, il allait sur le bord de l'escalier, puis il disait « attendez pas que je monte », là. Puis il est jamais monté. Oui. Il disait que papa élevait pas le ton. C'est vrai, il élevait pas le ton. Mais il y en avait un dans la famille qui demeurait pas loin, qui s'appelait Yves. Lui, il élevait le ton, là. Il avait le cri assez prononcé. De temps en temps, papa disait « je pense qu'il prendrait une petite goutte d'huile ». Je peux rajouter un peu là-dessus. Oui. Je peux rajouter, puis c'est que j'avais un vélo, un bicycle, comme on disait, puis la chaîne criait. Puis dans la boutique, on avait de l'huile pour lubrifier, entre autres. Fait que là, j'avais été voir grand-papa, puis j'avais dit « Grand-papa, tu mettrais-tu de l'huile sur mon bicycle qui crie? » Fait que là, grand-papa, il avait dit « ouais, toi, ça t'en paraît peut-être, une petite goutte d'huile. » Puis venant de grand-papa, c'était très significatif. Ça, c'est mes oncles qui m'ont conté ça parce que je suis trop... Je n'avais pas de souvenir de ça. Jeune, non, mais quand il me l'a conté, c'est... Puis de mon grand-père, ce que je me souviens, aussitôt qu'on arrivait là, il y avait tout le temps du bonbon à nous offrir ou du chocolat. Écoute, il y avait tout le temps son petit panier, là, puis... La boîte Denise, la boîte de chocolat Pot of Gold. Oui. C'était à peu près toujours la même.
Elle se renouvelait. Hein? Elle se renouvelait. Elle se renouvelait, oui. J'ai entendu du fromage dans l'armoire. Dans l'armoire, son vieux fromage qui pue. Moi, je disais son fromage qui pue, parce qu'il y avait tout un morceau de fromage, puis du sucre d'érable. Un carré de sucre d'érable, puis son fromage qui pue. Ça, c'était... Puis là, il disait tout le temps, Yves, tu veux-tu un morceau de fromage? Ah, grand-papa, gardez votre fromage qui pue. Quand on parlait aussi que mon père élevait pas le ton, notre mère non plus, là, c'est rare qu'elle élevait le ton. Mais on avait une voisine en face, et puis elle, quand elle sortait sur sa galerie, là, puis qu'elle appelait ses enfants, « Louis! Élisabeth! » Puis là, elle criait fort. On avait assez peur, nous autres, là, qu'on rentrait chez nous. C'est efficace. Est-ce qu'elle en avait autant que vos parents? Pas besoin que notre mère sorte pour nous faire rentrer. On rentrait. J'ai un magnifique objet derrière moi. Je veux qu'on en parle pendant qu'on y parle. Je ne veux pas trop le bouger, mais en fait, je veux qu'on le voit à la caméra. C'est un manteau d'uniforme militaire qui appartenait à Clément. À Clément? À mon père, oui. Mon père a été faire la guerre en 39-45. Alors, initialement, il a répondu à la conscription. Il est parti à 22 ans, en 1943. Alors, il a fait Chicoutimi, Valcartier, Rimouski, Vernon en Colombie-Britannique. Et là, c'est là qu'il décidait s'il signait ou non pour traverser en Europe. En fait, décider, c'est un bien grand mot parce qu'ils n'ont comme pas vraiment eu le choix non plus, mais c'est ça. Alors, il est parti en 44, au début de 44. Il n'a pas fait le débarquement. Il est arrivé après, mais il a fait des combats extrêmement difficiles parce qu'à l'époque où il est arrivé, en août, c'était... on savait là, que les Allemands allaient probablement perdre la guerre, donc ils ont joué le tout pour le tout, les Allemands. Et ils ont été vraiment sauvages là, dans leur combat. Et ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Il a dû revenir très marqué de ça. Ben, en fait, de quoi de votre père là, à la suite de... Est-ce qu'il en parlait? Il n'en a jamais parlé. Non. Il n'a jamais voulu en parler, sauf à des gens, parce qu'il n'est pas tout seul à être parti à Normandin, il y en a eu 2 autres. Il en a peut-être parlé avec ces gens-là et avec d'autres soldats, ce qu'on appelle les frères d'armes, qui sont vraiment tissés serrés parce qu'il faut qu'ils se protègent entre eux là, sur les terrains. Alors, il n'en a pas du tout parlé, mais moi, j'ai eu la chance j'ai fouillé pendant des années. Et j'ai réussi à trouver l'historien des fusiliers Mont-Royal parce que c'est l'habit des fusiliers Mont-Royal. Et M. Vénat, qui était l'historien, m'a demandé pourquoi vous voulez faire ça. J'ai dit, écoutez, mon père est en fin de vie. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Puis là, c'est là qu'il faut que ça se passe. Alors, il m'a envoyé des informations. Je vous avoue que ça a été extrêmement difficile pour moi de lire tout ça. De un, parce que c'est vraiment très compliqué, parce qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de régiments, beaucoup de compagnies, beaucoup de commandants. Alors, essayer de se dépatouiller là-dedans, ça a été difficile, mais c'est aussi extrêmement touchant, parce que tu sais où ton père était. T'sais. Tu peux identifier l'endroit où il était. Alors, j'ai trouvé ça difficile. Et ce que j'ai fait après, quand j'ai fini de faire tout ça, moi, je voulais juste le faire pour mes sœurs. Mais j'ai dit non, c'est trop important. Jamais ses frères et sœurs ont su ça. Je l'ai envoyé à tout le monde. Et là, j'ai eu des téléphones. J'ai eu des téléphones de beaucoup de membres de sa famille pour me dire, écoute, même ma mère, elle dit, jamais j'aurais pensé que c'était comme ça. Jamais. Alors, non, il n'en parlait pas. Puis d'ailleurs, le gouvernement, à l'époque, disait, écoutez, c'est fini, la guerre est terminée, rentrez chez vous, continuez votre vie. C'est pas si évident mais après avoir vécu des choses comme ça. C'est pas si évident. Alors oui, ça a été sa contribution. Et tout le reste. Il a été un peu blessé aussi. Oui, il a été blessé dans la forêt d'Auchwald le 2 mars 1945. Il a reçu un éclat d'obus dans l'épaule droite. Ils l'ont transféré en Belgique. Il est parti en avion pour aller se transporter vers Londres. L'avion a craché au bout de la piste. Donc, retour en Belgique. Et c'est ça. Non, ça n'a vraiment pas été simple. Ça n'a vraiment pas été simple. Et je pense que par cette expérience-là, mon père, qui était aussi taquin que le petit monsieur qui est là, il l'était quand même après, mais il a acquis une grande sagesse. Une grande sagesse.
Tout le monde aimait mon père. Ça, c'est peut-être pas mon cas. Je parle de mon père, là. Oui, je parle de mon père. Alors voilà. Moi, dans les dernières années là, de sa vie, là, un moment donné, j'avais demandé ça, mon oncle Clément, qu'est-ce que vous avez trouvé pire de la guerre? Puis il m'avait dit, dans ces mots, c'est peut-être pas les mots exacts, là, le mépris des gens quand je suis revenu ici. Oui. Ah oui? Parce qu'il disait que le monde, parce que vous comprenez que tu vois là, tu tues des personnes, tu vis dans des conditions, puis le monde, il disait, t'as bien qu'à pas y aller. Ouais. Puis là, dans les dernières années là, de sa vie, là, il se faisait appeler. Le jour du souvenir, il se faisait appeler, puis il disait, Monsieur Dion, merci de nous avoir aidés, merci de nous avoir sauvés. Wow. Ouais. Puis du monde là, qui ne le connaissait pas, là, qui l'appelait. Puis ça, je pense que ça l'a... Oui, oui. Moi, je suis allée en Normandie, mais j'ai beaucoup d'amis en Europe. Beaucoup, beaucoup d'amis. Alors que ce soit des jeunes de 20 ans ou des gens de 75 ans, quand ils savent que mon père est allé à la guerre, ils me remercient. Tout le temps. C'est beau. Merci. Merci à votre père. Ça. J'ai vu les cimetières américains et canadiens, beaucoup de cimetières. Celui de Omaha, celui des Américains, 9153 petites tombes, petites épitaphes blancs. Tu lis ça, Charlot, 16 ans, Daniel, 18 ans, parce que c'était les jeunes qui partaient. Là. Alors, ils sont très, très, très... Et ils entretiennent vraiment beaucoup les cimetières là-bas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup les cimetières. Non, quand je suis allée en Normandie, ça a été extrêmement émouvant, là, tu sais. Vraiment extrêmement. Mon père ne voulait pas que j'aille. Il ne voulait pas que j'aille. J'ai dit, je vais quand même. Vous l'avez fait de son vivant? Je l'ai fait de son vivant, oui. Mais j'ai montré des photos. J'ai dit, tu vois, tu as cette photo-là dans ton livre. Moi, je l'ai en 2012. Ça fait que, tu sais, ça l'a comme rassuré. Mais non, je sais à quel point ça a été difficile. C'est sûr que n'importe qui revient, on regarde dans les journaux les jeunes qui sont pas, qui vont en Afghanistan puis qui sont pas encore prêts à revenir parce qu'ils sont comme, ils ont vu tellement d'horreur dans leur vie, tu sais. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a marqué vraiment toute la famille. Est-ce Oui. qu'il y en a d'autres qui voudraient dire un mot là-dessus? C'est sûr que mes parents... Oui. Je retourne voir. Mes parents ont vécu ça très difficilement aussi. C'était le plus vieux de la famille. Il était parti, puis eux autres ont tout fait pour pas qu'il signe. Puis finalement, il a signé pareil, comme elle dit. Il avait probablement presque plus le choix, là, il était rendu là-bas. Et ils ont vécu la guerre, eux autres, d'une manière effroyable. Ouais. C'était ça. Mais j'ai encore beaucoup de documents relatifs à ce que mon père a vécu là-bas. J'ai des lettres qu'il a écrites à sa mère. J'ai un tout petit mot écrit sur une feuille grande comme ça qui a été écrite par grand-maman. Et tu lis ça, puis c'est juste 2 phrases, tu sais, mais tu te dis, mon Dieu, la peine qu'elle a dû avoir, la peine qu'elle a dû avoir, tu sais. J'ai ces carnets il y avait des petits carnets comme des carnets de caisse là, dans lesquels il mettait de l'argent là-dedans, puis tout ça, tu sais. J'ai toute sa paperasserie médicale quand il était blessé. Alors, tu sais, j'ai tout gardé. Lui, il avait tout gardé ça. Puis je suis la gardienne des souvenirs. De ce trésor-là. Oui. Les médailles. Les médailles, oui. Les médailles qu'il a gagnées qui sont encore ici chez mon neveu. Ça, c'est un grand don de soi, un legs qui va avoir laissé. Parmi les autres legs, que ce soit des legs physiques ou des legs, des valeurs, des choses comme ça, de toute la famille Dion. Je pense que le principal legs que nos parents nous ont laissé, c'est l'harmonie familiale. Exactement. Tout à fait. Vraiment. Ça, là, ça n'a pas de prix. Et ça dure encore. Ouais. C'est vivant, là, autant que quand il était là. Mais c'est ça, c'est que, dans le fond, c'est ça, c'est l'amour de la famille qu'ils nous ont transmis. Puis quand Dominique s'est fait approcher pour un tournage pour la famille Dion, tu sais, j'ai dit, je trouve que c'est un bel hommage. Tu sais, je trouvais que c'est pour ça qu'on a dit, on va y aller. Puis regarde tout le monde qu'il y a là.
Il y en a beaucoup de l'extérieur, tu sais, qui ne peuvent pas venir, qui sont là, que j'ai parlé aussi au téléphone. Mais puis une de mes cousines, c'est ce qu'elle me disait, tu sais. Ça peut faire 2 ans, 3 ans qu'on ne s'est pas vu, on se revoit, c'est comme si c'était hier. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de chicane, tu sais, tout le monde est content de se voir. Puis c'est ça, fait qu'on fait des rencontres familiales à peu près aux 3 ans pour garder ça, là, tu sais. Mais je pense que c'est ça, j'avais un mot, la gentillesse. Moi, je regarde mes oncles, mes tantes, mes cousines, ceux qui sont là, c'est tout du monde gentil. Puis je pense que ça a été, c'était comme quelque chose d'important pour la famille. On s'amuse bien avec l'humour de Justin, mais moi, je trouve que c'est important, ça, parce que c'est une transmission aussi. Ça vient de la famille de Lally, puis je pense qu'on a tous ce petit grain-là d'humour. Bon, lui, c'est sûr, c'est le maître. Là. Un petit peu pince sans rire. C'est un beau compliment, ça. Moi, j'ai enseigné, excusez, j'ai enseigné à presque tous mes neveux et nièces. Il y avait un excellent prof. J'étais le meilleur prof de 5e secondaire en français parce que j'étais le seul. Mais ça, Yves, j'ai enseigné à Yves qui était un bon élève, parfois. Parfois. Jeannot, oui, à Nicole, j'ai enseigné à tout le monde. Il y en a plusieurs dans la famille qui ont mal viré. Ben, c'est ça, c'est... Hey, Justin, t'as pas le monopole d'avoir enseigné aux neveux et nièces. Elle aussi, bien sûr. Oui. J'en ai quelques exemples. Non, pas Yves. J'ai Guylaine. J'ai pas Dominique. Guy. Attends un petit peu. Non. Jean-Marc, bien sûr. Son frère aussi. Année. Oui. Même année. Les deux. Ben, vous étiez mes premiers élèves. Ça a été quelque chose. Daniel, toi, c'était facile parce qu'il était jeune, puis il était malléable, puis il suivait l'autorité. Mais quand ils sont arrivés avec moi, là, c'était quelque chose. Oui, mais ça venait pas de moi, ça. En commençant l'année, puis après ça allait bien. Bien, on vous sent, en tout cas, comme... on sent vraiment l'unité que dans votre famille, puis l'harmonie. Puis on a passé un beau moment ensemble. C'est déjà terminé. On pourrait presque en faire une autre. Je vous remercie énormément d'avoir accepté de participer. C'était fort intéressant. C'était surtout un beau moment très, très, très agréable. Peut-être qu'on pourrait en profiter pour souligner un peu notre sœur aînée qui reste présentement. Elle a 96 ans. Ça n'aurait été une qui aurait raconté des choses. Et elle était enseignante aussi. Elle était enseignante. Aussi. Oui. Elle avait mal viré comme certains. Son prénom? Lucienne. Lucienne. Alors, on salue Lucienne. Parce que Jean est enseignant aussi. Et Benoît aussi. Celui qui la suit a 95 ans. Donc, une famille d'enseignants qui avait tout à fait le tempérament pour enseigner, parce que vous paraissez, malgré l'humour et tout ça, des gens calmes et des gens posés et très, très, très généreux. On est un petit peu lent. Ben, pas pour toi. Mais c'est pas pour toi. Non, mais c'est pas toi. Il y en a des pires. Oh. Mais non, on n'est peut-être pas vite, mais quand même. Moi, je me considère pas vite pour ça, là. Mais je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Bravo pour votre participation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour cet autre épisode de Portrait des familles d'ici.